Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Bon bah il fait beau, ça tardait un petit peu mais il fait beau, on a un peu d'eau, un peu trop même. On a eu une grosse pluie, et je sais pas combien elle est tombée, j'ai pas regardé, mais vraiment une grosse pluie d'orage. Mais c'est bien, hein, il fait beau, on a un peu de pluie, un peu de trop, mais c'est mieux que pas d'eau du tout, que la sécheresse. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la plantation de la prairie. Je vous invite à aller voir les vidéos précédentes, comment cultiver une prairie sans travail du sol. Donc j'en parlais un petit peu plus, donc là je vais vous expliquer un peu ce qu'on va y faire. On avait un projet de culture, un plan de culture qu'on a changé un petit peu. Donc sur certaines zones on va travailler un tout petit peu le sol. Et donc voilà, je vais vous montrer ça sur le terrain. Je vais revenir en fin de la vidéo sur quelques termes que j'avais eu sur la vidéo d'avant pour les limaces. Quelques petites précisions sur les pots à moineaux et sur quelques termes que j'avais eu sur l'utilisation des produits en Utilimas qui auraient pu être un peu mal interprétés ou que les mots étaient un peu mal choisis. Donc là voilà, je fais de la tomate sur la prairie qu'on avait bâchée. Alors je vais vous montrer comment qu'on fait. Alors, on fait tout simplement un petit trou dans la bâche, ça donne ça. Donc on a bâché un peu tard, donc il reste beaucoup de résidus d'herbe. Et puis la terre est encore un peu dure à cause du chevelu racinaire de la prairie, des herbes. Mais si on laisse bâcher plus longtemps, ça fait une terre meuble hein, normalement. Hein. Enfin, tout dépend du type de sol. Et après on fait un petit trou tout simplement. Voilà, et puis on y implante notre pied de tomate. Donc il nous reste pas mal de pieds, on en a fait un peu sur treillis, un peu sur bâton. Et sur un autre terrain. Et là on va mettre tout ce qui nous reste en plan qu'on a en surplus, qu'on n'a pas réussi à vendre et puis enfin qu'on n'a pas réussi, disons qu'on en a plus assez pour les vendre et donc ça sera de la tomate rampante, donc pas attachée, sauvage quoi. Voilà, j'ai débâché une partie de la prairie. Voilà ce que ça donne. Bon, l'herbe a bien cramé, mais c'est pas totalement décomposé et la terre est pas si meuble que ça. Donc là j'ai décidé d'y passer un petit coup de motoculteur juste en surface sur 1 ou 2 cm, pas plus, histoire d'enlever le surplus d'herbe qui est desséché. Et pour pouvoir y passer et puis gratouiller un petit peu la surface pour pouvoir y passer un semoir, parce que là mon semoir il passera jamais, pour y mettre de l'endive, pour faire de la racine d'endive. Donc voilà, j'aurais pu, en attendant plus longtemps, ça aurait pu le faire, mais on a bâché un peu tard. J'aurais pu passer une petite machine avec une dent qu'on a derrière un petit poney pour faire juste une trace sur le sillon pour faire un peu moins de dégâts en travail du sol. Mais là on est pris par le temps, il fait chaud, le poney va pas trop aimer. Donc du coup on prend cette solution là. Là c'est pareil, je vais en débâcher une partie pour pas faire la même chose, pour y implanter des oignons. Alors on n'a plus le temps non plus de les planter avec notre petit pic. Du coup je vais passer un petit coup pareil en surface pour... j'avais déjà essayé la technique du lancer d'oignons et de pailler directement sur ça. Mais franchement, déjà s'il ne pleut pas derrière c'est chaud, si on n'arrose pas. Et j'avais beaucoup de pertes, hein. Beaucoup. Les oignons soit avaient pourri, soit s'étaient fait manger, soit... Donc voilà, donc je pense que c'était un problème par rapport au contact sol-oignon. Donc qu'il soit pas dans le bon sens, c'est pas très grave, il va se relever. Mais en fait, s'il n'y a pas de contact, s'il est directement dans le paillage, il va mettre énormément de temps à trouver sa place, à faire sa racine, même si elle est qu'à 1 mm ou 2. Et ben, pendant ce temps-là, il peut se passer plein de choses, quoi. Ne pas pleuvoir, avoir des petites bestioles qui bouffent tout. Donc voilà, donc je vais passer un petit coup pour améliorer le contact sol-oignon, histoire après je ferai peut-être un tout petit sillon à la main, ou pas, et après on va repailler. Mais bon, c'est vraiment du surfaçage, hein, c'est pas un labour, c'est pas un gros motocultage, c'est vraiment histoire de casser la première croûte, une toute petite intervention. Donc voilà, on a travaillé le petit bout de terrain, on y a semé des endives.
Alors j'ai opté pour un semis en ligne, bien serré. Pour la petite anecdote, j'essaye de faire des planches. Moi j'ai appris en ligne et j'essaye de faire des planches et à chaque fois je foire, je me fais dépasser par l'herbe. Donc c'est dommage parce que les planches de culture, c'est-à-dire les planches de culture, c'est semer sur 50 cm, une culture bien serrée pour avoir toute une, comme on dit, une planche quoi, de carottes, une planche de radis. Et moi, je sais pas, à chaque fois ça merde. C'est peut-être parce que j'ai appris en ligne, je me fais dépasser par l'herbe, je trouve ça pas pratique pour désherber. S'il y a des ratés dans l'élevé, bah ça foire toute la planche. Donc je me suis décidé à abandonner. Et puis c'est dommage parce que ça gagne énormément de place de semer en planche, on gagne énormément en production parce que les semis sont plus serrés, on perd moins d'espace en passe-pied. Donc voilà, donc c'est dommage, tant pis. Donc voilà, semis en ligne pour l'endive. Donc là ils annoncent des orages, donc je vais laisser comme ça. Et puis si ça manque un peu d'eau, s'il pleut pas, bah, j'arroserai et puis je mettrai un petit paillage fin pour limiter l'évaporation. Donc là du coup comme c'était bâché là j'avais prévu de mettre un engrais vert, mais j'ai pas trouvé les semences parce que c'était un peu tard. Et puis le problème c'est que nous quand on en prend des petites quantités ça coûte une fortune. Donc la semence d'engrais vert, maïs, même le maïs, hein, là on voulait mettre du sorgho mais on n'a pas trouvé. Les agriculteurs avaient déjà tout semé, donc j'ai pas pu en avoir comme ça en copinage quoi. Donc on en a acheté un petit paquet de graines sur, je me rappelle plus, Germinance ou Biogerme, quelque chose comme ça. Après j'ai vu des vidéos après qui parlaient de agrissement ou quelque chose comme ça, j'aurais peut-être dû aller voir, j'ai pas eu le temps, j'étais pris un peu pas le temps. Donc après on a changé, j'avais dit j'ai semé un peu de maïs un peu plus haut dans un autre terrain, et puis là j'ai fait une rangée de sorgho qui peine un peu à sortir. Ça commence les petites pousses, on a fait juste un trait en fait avec une grelinette et pour enlever un peu les racines d'herbe. Et puis je me suis dit si ça donne un peu on récupérera les semences. Un peu qui commence à sortir le sorgho. Bon, je vous disais, on a fait juste une petite tranchée à la grelinette. On fait pré-germer les graines maintenant sur beaucoup de graines. Je ferai une petite vidéo là-dessus. On a un meilleur taux de réussite et puis on gagne du temps sur l'enderbement quoi. Donc là du coup on a rabattu la bâche qui était là comme ça, tchouk, avec il y avait de l'herbe bon jusqu'aux hanches quoi. Donc on va remettre une culture un peu plus tardive, peut-être dans un mois ou quelque chose comme ça, ou redébâcher pour remettre peut-être un semis en fin de saison. On sait pas, donc on va voir. Donc là on a travaillé le petit bout aussi, enfin le bon bout. Donc là j'ai encore moins travaillé qu'en bas, donc vous voyez déjà là c'est dur. En fait j'ai plus travaillé l'herbe qu'il y avait, enfin les déchets d'herbe qu'il y avait dessus que la terre quoi, hein. Donc vous pourriez implanter des oignons, parce que je vous parlais de la technique. En fait il y en a, ils jettent des oignons comme ça à la volée, puis ils mettent du paillage dessus et puis ça prend. Alors on m'a parlé de 30% de perte comparé à des oignons mis dans le bon sens. Moi j'ai déjà fait, j'ai eu plutôt 60-80% de perte, mais sur des plantations tardives et pas sur de la terre, sur de la prairie décomposée ou déjà des paillages. Donc je pense que c'était un problème de peut-être que si on avait un bâchage et puis qu'il restait plus que la terre et qu'on faisait ça en paillant et qu'il y avait un bon arrosage derrière, enfin une pluie, ça pourrait aller mieux. Donc là comme on est un peu pris par le temps, j'ai fait cette technique là pour essayer de gagner du temps. C'est à dire que j'ai passé un petit coup pour avoir un bon contact. Après je fais un petit sillon avec ce petit engin là qui est normalement pour planter les pommes de terre. Donc, je fais un tout petit sillon comme ça. Alors je vais essayer, avec le soleil c'est pas évident. Alors par contre je m'embête pas dans la disposition, je les mets un peu à l'arrache comme ça, un peu dense. Nous on a la semence pas très chère, enfin la semence, les bulbilles pas très chères comme on est professionnel. Il nous en reste énormément, donc on met ça un peu à l'arrache quoi. Après je refais un autre sillon dans le but d'essayer de recouvrir un tout petit peu en faisant mon autre sillon on plante serré, hein. Et après on remettra de la paille par dessus, une bonne épaisseur de paille. Donc voilà, j'espère que ça ira comme ça, on verra bien. Donc je vous fais suivre un peu là, on va refixer cette bâche là. Je remonterai avec la petite charrue et je la refixerai en bas parce qu'on l'a découpée. Là on va y planter normalement des choux. Donc là on a commencé les tomates, on va planter ce qui nous reste en tomates sur celle-là. Et puis si on n'en a pas assez on plantera autre chose. Là pareil, peut-être des choux ou quelque chose d'autre, des courges. Donc j'ai fait une petite vidéo sur la plantation enfin une petite vidéo, je vous le mettrai dans cette séquence là, avant ou après, parce que quand je suis en train de parler j'ai pas fait le montage. Sur la plantation des tomates, donc pour les choux j'en ferai pas, ça sera pareil sauf que ça sera des plus petits trous quoi.
Donc voilà, donc pour les modes pas de problème, on peut se mettre directement sur la bâche ou même dans la prairie parce qu'on fait un trou, mais là-dessus, en plus avec le soleil c'est pas évident. J'ai constaté en passant le motoculteur qu'il y avait une petite couche de mousse en dessous. On voit pas bien, mais il y en avait énormément. Donc ça, pour un semis, ça évite les problèmes d'aléopathie aussi, de passer un petit coup de comme ça, de gratouiller un peu la surface. L'aléopathie, pour ceux qui ne savent pas, c'est, alors je sais plus trop les raisons, mais c'est entre l'horizon terre-herbe ou terre-matière organique, où ça se décompose, à l'horizon des deux, quoi. Il y a une petite pellicule où rien ne pousse. Donc du semis, c'était même pas la peine. Et puis même les oignons, quand ils sont sur une couche de mousse, ils aiment pas ça, hein, aller chercher là-dedans pour planter leurs racines. Ça aurait un peu merdouillé, quoi. Donc voilà, je vous ferai suivre le suivi de tout ça, de la pousse, au fur et à mesure de la culture. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu sur la plantation en prairie. Donc la méthode des oignons, c'est vraiment pour gagner du temps, hein, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On est début juin, il nous reste beaucoup de plants d'oignons. Sinon, pour un particulier, il vaut mieux planter vos oignons bien enfoncés dans le bon sens. Vous aurez beaucoup moins de pertes. Nous, c'est parce qu'on a beaucoup de plants, qu'il nous en reste beaucoup, qu'on est un peu en retard, qu'on a bâché un peu tard. Donc c'était une solution pour minimiser un peu les pertes, minimiser le travail du sol. Donc voilà, on aurait pu me dire aussi, du coup le bâchage il n'a servi à rien, si un petit peu quand même, parce que du coup on a éliminé quand même pas mal de l'herbe de la prairie et du système racinaire. Du coup on a pu limiter grâce à ça le travail du sol au strict minimum, quoi, sans avoir besoin de passer un coup de charrue, ni de passer un gros, moi j'appelle ça un rotovateur, mais on peut dire une herse rotative ou une grosse fraise sur un tracteur, quoi. Et puis en plus on n'en a pas. Donc on va donc finir les plantations. Les oignons ils seront paillés par-dessus avec une bonne épaisseur de paille. Et puis je vous ferai suivre ça en cours de culture quand ça aura poussé un petit peu, quand les tomates se seront un petit peu développées. Et puis après, à la récolte, j'essaierai de vous montrer un petit peu, ou des fois lors d'autres vidéos, je vous ferai suivre l'évolution des différents terrains, quoi. C'est ça qui est intéressant, de voir selon les systèmes, ce qui a plus ou moins bien marché, en sachant que tout essai est relatif et pas à prendre en compte au pied de la lettre, parce qu'il y a toujours des facteurs, beaucoup de facteurs extérieurs. En maraîchage ou en jardinage, il y a beaucoup de facteurs temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'essais qui sont conclus par le temps. On n'a pas le temps, faut se mettre à telle date, on voulait faire ça, mais bon tant pis, on fait autrement. Il y a la pluie, l'eau, le soleil, la sécheresse, les insectes, les ravageurs, les petites souris et tout ça. Donc voilà, donc tout essai ne se ressemble pas d'une année à l'autre et n'est pas à prendre au pied de la lettre, quoi. Enfin bon, si on voit qu'une technique marche pas du tout, l'année prochaine on va peut-être essayer de faire cette technique là beaucoup moins et peut-être un peu plus essayer une autre, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc je voulais revenir sur les pots à moineaux. Donc les pots à moineaux, en fait j'avais dit en pleine occupation allemande, les gens trouvaient le temps de mettre des petits pots pour les moineaux. En fait c'est parce que je sais pas du tout si c'était pendant l'occupation allemande, j'ai dit ça comme ça pour bien insister sur le fait qu'à cette époque là les gens avaient sûrement d'autres choses à faire que de s'occuper des moineaux, avaient beaucoup de travail, d'autres occupations, et puis avaient d'autres soucis que de s'occuper des moineaux. En fait je venais de lire un article il n'y avait pas si longtemps que ça, qui disait qu'au départ, les pots à moineaux c'était plutôt des pièges pour lutter contre la famine. Ils capturaient les moineaux une fois qu'ils étaient dans le pot et puis ils les mettaient dans la soupe, quoi. Il y avait une théorie comme ça et une autre théorie qui disait que c'était pour fertiliser. Mais bon, j'y crois pas trop parce qu'à part pour fertiliser 3 géraniums, honnêtement, à moins d'avoir une falaise entière de moineaux, même en faisant des purins de guano, j'y crois pas trop qu'à l'époque ils s'embêtaient avec ça pour fertiliser. Mais bon, la théorie de les manger, ça me paraît plus viable. Mais bon, après j'y étais pas, donc je peux rien affirmer, donc j'avais dit ça comme ça. Et donc après il disait qu'à partir de 1940 ils avaient zappé l'option de manger les oiseaux et qu'ils avaient pris des pots à moineaux parce que les gens aimaient vivre avec des moineaux, des oiseaux autour d'eux dans les fermes vosgiennes et chez nous dans le nord-est de la France en particulier. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais dit ça, parce que la date 1940 m'était restée en tête et c'était pour bien signaler que les gens avaient sûrement autre chose à faire à cette époque-là que de s'occuper des oiseaux. Mais bon, apparemment non, hein, ils aimaient bien, comme moi par exemple, avoir des petits champs d'oiseaux comme en ce moment.
Donc voilà. Après, j'avais dit un autre terme, des mots qui étaient mal choisis. J'avais dit, la phrase exacte, ça devait être j'en veux aux gros industriels d'aller tout le temps dans le sens de tout détruire en parlant des produits à limaces, des petits granulés bleus et tout ça. En fait, le terme j'en veux était mal choisi, c'était plutôt je reproche. Et en entendant gros industriels, je parlais plutôt des, même pas des vendeurs de produits, plutôt des fabricants. Les fabricants à tout le temps chercher dans le fait qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on le détruit tout de suite sans chercher d'autres options. Alors que bon, avec toutes les... Enfin après c'est mon avis personnel, chacun fait ce qu'il veut, mais avec toutes les compétences en chimie qu'on a, on va sur la Lune, on a franchement des niveaux de la science, on a franchement des bonnes compétences ces dernières années et des bons travaux. Un petit produit pour les limaces ou un autre, hein, pour un petit produit qui est facile à épandre, même juste pour les particuliers, sans parler des grandes cultures et tout ça, on fait pas de... Moi j'aime beaucoup les agriculteurs, hein, ils font ce qu'ils peuvent, hein, justement on a toujours tendance à leur taper dessus. Alors que bien souvent ils n'y peuvent pas grand chose et il ne faut pas oublier que c'est eux qui nourrissent le monde, hein. Si tout le monde était comme moi, les gens ne mangeraient pas grand chose. Donc nous on a des convictions personnelles, enfin moi j'ai des convictions personnelles parce que c'est toujours pareil, hein, je ne suis pas pris à ras la gorge avec des crédits sur le dos, j'ai la chance d'avoir une femme qui fait un autre métier à côté, donc voilà, donc on peut se permettre de chercher des solutions autrement. Mais pour tous ceux du milieu de la recherche, un petit produit facile à épandre qui repousse les limaces sans les tuer, ça me paraît pas si difficile que ça à mettre en œuvre. Mais encore une fois, c'est pas mon métier, donc si ça se trouve c'est super dur et ils ont déjà cherché. Mais ça m'étonne. Mais bon, sait-on jamais. Donc voilà, c'était juste dans ce sens-là que je voulais dire ça. Je voulais pas, j'ai poussé un peu le truc à l'extrémisme pour faire réagir, mais enfin, pas pour faire réagir, mais pour que les gens prennent un peu conscience et prennent en compte que faut pas éliminer tout ce qui se passe dès qu'il y a un truc qui nous gêne, paf, on élimine tout quoi. Ça marche pas comme ça. Regardez, on a éliminé le loup, on est en train de le remettre. Bon après, je ne prends pas parti là-dessus, hein, honnêtement. Moi, je fais pas de mouton ni rien, donc je suis pas ni pour ni contre là-dessus. J'ai pas d'avis. Euh, mais bon, c'était pour dire ça, quoi. Ça va vite d'éteindre une espèce, on s'en rend pas compte. On s'en rend compte que quand on dit attention, elle va s'éteindre. Donc c'est avant qu'il faut en prendre compte. C'est ça que j'essaye un peu de faire prendre conscience dans ce que je disais. Je vais partir sur autre chose encore, mais désolé, mais c'est souvent, on me dit souvent, ça revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tiens, en bio, on peut utiliser ci, tiens, en bio, on peut utiliser ça. Mais en fait, moi, je crois qu'on n'a pas bien compris ce que je faisais, mais je me limite pas à savoir quel produit j'ai le droit d'utiliser et pam, je vais me jeter dessus, quoi. En fait, je regarde tout. Après, je peux me tromper, hein. Des fois, je me trompe encore souvent. Euh, je peux critiquer un produit et puis en fait il est bon, ou à l'inverse, ou ne pas critiquer un produit et puis me dire ah merde, je savais pas ça, c'est pas bon en fait. Et donc ça arrive à tout le monde, hein, ça arrivera encore et ça arrivera bien. Mais en fait moi je m'en fous complètement d'avoir un label qui m'autorise tel ou tel produit pour mettre ça. Voilà, moi je me fie à moi, à mon expérience, mes compétences. J'hésite pas à demander, hein. Des fois je vais demander à des gens, à des agriculteurs, je prends en compte tout ce qu'on me dit. Des fois je suis pas d'accord, des fois je suis d'accord. Les agriculteurs, les monsieur enfin les monsieur, les, les gens qui sont dans les coopératives, les gens qui sont dans la permaculture, les gens qui sont dans les démarches autonomistes, tout ça, je regarde un peu tout ce qui se fait, que ce soit sur YouTube ou chez les gens en personne. Donc voilà. Donc j'essaye de réfléchir par moi-même et en fait moi je fais ça parce que j'y crois vraiment qu'il y a il y a un espèce d'équilibre à trouver et puis qu'il y a vraiment à améliorer. Après c'est sûr que si on a plein de crédits, qu'on a des enfants à nourrir, une maison à payer, et puis que nos limaces bouffent toutes nos cultures, bon, je suis pas pour interdire les produits, hein. Ça, dans tous les cas, je suis pour interdire rien du tout. Je suis pour qu'on les utilise en toute âme et conscience. Donc, c'est-à-dire qu'on sache ce que ça fait, comment que ça le fait, qu'on nous vende des produits en nous renseignant déjà, sans chercher à nous les vendre à tout prix, comme des marchands de tapis. Et qu'on les utilise, moi je serais plutôt dans une utilisation, comme on dit, pompier. C'est-à-dire que vraiment en dernier recours, moi par exemple, là cette année j'ai pas eu besoin, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, mais si vraiment je plantais on va dire, je sais pas, 1000 mètres carrés de salade et que j'avais une invasion de limaces d'un seul coup, peut-être que là je me déciderais à mettre des granulés, hein. Franchement, je vous le dis honnêtement,
Une année par exemple, tiens, j'avais oublié de parler de ça, une année j'ai mis un produit biologique, donc utilisable en agriculture biologique, pour la pyrite du chou. La pyrite du chou, c'est un petit papillon qui pond sur les choux et les chenilles mangent le chou. Alors ça, c'est là on n'est pas trop embêté parce qu'il faisait chaud ces 2 dernières années, mais avant c'était vraiment un calvaire, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des pyrites qui passent au-dessus de vos choux, en une semaine, sur 200 choux, il n'y a plus rien, quoi. Donc j'avais mis du produit, alors je trouvais ça ce produit bien, je crois que c'était un produit à base d'extrait de marguerite ou quelque chose comme ça. Mais alors justement la conception du produit était bien, c'était un produit que j'avais pris en jardinerie parce que moi j'ai des petites surfaces et tous les produits de grande culture ça ne me va pas parce que c'est des bidons au moins d'1 litre et puis j'en ai pour 100 ans, hein, donc ça n'ira pas. Donc c'était un produit que j'avais trouvé en jardinerie pour les particuliers qui était vraiment bien fait, donc quand c'est bien je le dis aussi, parce qu'en fait il agissait que sur quand on mangeait la feuille du chou. C'est-à-dire que si la chenille mangeait la feuille du chou, là, elle se mettait à mourir. Tandis que s'il y avait une coccinelle ou un puceron qui se posait dessus, il ne mourrait pas. S'il ne mangeait pas la feuille, le puceron il aurait peut-être mangé un peu la feuille. Mais la coccinelle aussi d'ailleurs, mais bon, c'est ça qui est un peu difficile. Donc maintenant on met des filets. Donc comme ça c'est réglé. Mais bon, c'était bien fait parce qu'il y a d'autres produits. Bon, je pense qu'il n'y en a plus tant que ça maintenant parce que c'est en train d'évoluer. Ça faut le dire aussi qu'il y a de plus en plus de gens comme moi, de gens qui sont pareil, des agriculteurs qui prennent en compte de ça aussi et tout ça, et qui parlent de tout ça et qui font évoluer les choses. Donc ça c'est bien aussi, il faut le dire. Donc tout est un peu en train de changer en ce moment. Et donc je trouvais ça bien parce qu'il y a des produits que, en fait, que quand on les pend, ça fait pas de distinction. Tout ce qui se pose sur votre chou ou n'importe quoi, votre poireau ou tout ça, tout ce qui se pose dessus et qui est dessus quand vous les pendez avec un pulvérisateur, ça meurt, hein. C'est comme si vous mettiez de l'eau de javel, hein. Sauf que l'eau de javel, votre plante elle mourrait aussi. Mais bon, donc voilà, donc je trouvais ça bien déjà d'aller dans ce concept-là. Et nous, on pousse ça un peu, on va pas dire à l'extrême, mais on aimerait bien pousser ça au maximum, voire ne plus utiliser de produits, donc essayer de chercher un équilibre entre la faune, la flore et la lutte biologique avec les insectes. Ça s'est fait beaucoup à un moment. Bon, c'est un peu compliqué, surtout en plein champ, c'est surtout en serre et ça ne marchait pas si bien que ça. Ce que je voulais exprimer en gros pour que les gens comprennent bien ma philosophie, c'est que entre un produit, même un produit bio ou même un purin de plante qu'on fait soi-même, parce que ça peut arriver, qui détruit tous les insectes quand on l'applique, et un produit de chimie de synthèse, je prends les insectes comme exemple, mais ça peut être autre chose, ou un produit de chimie de synthèse qui détruit que la bête qu'on veut, ou alors qui la repousse avec des molécules analysées scientifiquement, qu'on nous dit stables et qui sont sans danger, je vais choisir le produit de synthèse. Je veux garder cette liberté-là. Il ne faut pas non plus être borné et obstiné sur les produits d'origine organique, enfin, ou végétale, ou ce que vous voulez. Voilà, c'était ça que je voulais exprimer dans mes petits cafouillages. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, vous abonner, liker ma vidéo. Et puis si vous avez des petites questions à poser, des commentaires, tout ça, n'hésitez pas. Au revoir, à la prochaine. Bon, je sais pas si c'est abonné à ma chaîne, mais partout où je vais, il me suit. Je pense que je commence à un peu l'apprivoiser. Il y en a plusieurs, je sais pas si c'est le même tout le temps, mais vous me croyez si vous voulez, mais pendant que j'étais en train de défaire les bâches, il a foncé juste à côté prendre une espèce de souris, enfin un mulot je pense, ou quelque chose comme ça. Je savais pas que les corbeaux ça mangeait des mulots, je savais que ça mangeait des charognes, mais des mulots vivants, non, je pensais pas. Enfin, un petit, hein, ça devait être un bébé parce qu'il était pas gros. À mon avis, il a compris que j'étais le bon plan en bouffe, quoi.